Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à carfax.ca. Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Non, vous ne rêvez pas, je suis un peu grippé. On est en plein mois de juin, comme quoi, moi, je n'attrape jamais la grippe l'hiver. Ça arrive toujours Tu l'été. peux pas faire comme tout le monde. Hein? Non, c'est ça, tu vois, j'ai pas le choix. Alors, ça sonne un peu bizarre. Désolé pour ça, mais ça va être comme ça pour cette semaine, espérant qu'on règle le problème pour la semaine prochaine. Vincent Aubé, Hugues Gonneau, qui sont en ma compagnie, bien sûr. Vincent, tu es allé assister au dévoilement du Jeep Wagoneer S. On en a parlé brièvement la semaine passée, mais tu étais là, tu as pu parler même avec Ralph Gilles sur place, qui est le designer de ce véhicule-là, de plein d'autres produits de la famille Stellantis. Peut-être avant de parler des éléments techniques de ce produit-là, t'en as pensé quoi de prime abord? Parce que personnellement, au niveau look, pas renversé, là, honnêtement. Moi non plus. Beaucoup d'inspiration du Grand Cherokee de toutes les générations. Ouais. Un véhicule qui a l'air un peu gonflé, là, artificiellement en forme de goutte d'eau. Là. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis le gros aileron derrière pour cacher cette forme de VUS coupé à la Tesla Model Y. Oui. D'ailleurs, l'aileron est assez réussi par contre. De ce côté-là... Ouais, l'intégration est jolie, oui. Parce que tu ne le vois pas tant que ça, au final. Ça. Non, mais quand on s'approche... OK. Fait que c'est assez subtil, puis c'est très réussi de ce côté-là, mais pour ça doit venir reste... bouffer de l'espace intérieur, par exemple. Pas tant. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est un véhicule qui est assez gros, qui va être lourd. On connaît tous les particularités des véhicules électriques, des VUS électriques de ce monde qui sont lourds et puissants. Ça va être la même chose avec celui-là. Mais ce qui a surtout piqué mon intérêt, et qui était la surprise de ce dévoilement-là, c'était le concept Trailhawk, qui, en mon sens, va assurer... En tout cas, on peut pas prédire l'avenir, mais la réaction des gens qui étaient là démontre une chose. Ça va être approuvé pour la production. Ce modèle plus aventurier avec une suspension surélevée, pneus tout-terrain, jantes spéciales, support de toit, tout. Est-ce qu'ils vont retenir tous les éléments du concept, du granit sur la planche de bord? Peut-être pas, là. Mais j'aurais des doutes. Très beau véhicule. J'ai même adoré l'habitacle couleur Dodge Dart. C'est pas le nom de la couleur, mais Ralph Gilles a fait... Je veux dire, il s'est inspiré de la couleur de la Dart à son père pour... OK, pas de la Dodge Dart 2013, là. Non. Okay, les Dart Swinger, celles des années 60. Ça, c'est un peu un modèle qu'on essaie d'oublier chez Stellantis. Oh oui. Oui. Mais enfin... Ça te ferait une bonne chronique, Hugues, d'ailleurs. Ça s'en vient, ça va faire partie de... C'est ça. Mais c'est ça, une belle surprise du côté de New York à ce dévoilement du Wagoneer S. Bon, évidemment, c'était un autre VUS à 80, 90, 100 000 $. Tu étais sur place. Est-ce que tu as pu profiter de l'occasion pour poser des questions aux gens de Jeep? Mais sur quelle planète vivez-vous et allez-vous nous amener un véhicule que les gens peuvent se payer? Là-dessus, c'est toujours la même histoire. On y répond des cassettes préenregistrées. Ouais. Ce qu'on a pu apprendre, c'est qu'il va y avoir un multisegment de taille intermédiaire, donc de la même taille que celui-là, qui va être essence et ou hybride rechargeable. Ça s'en vient bientôt. Est-ce que c'est le prochain Cherokee? Ouais, ça, on pense que ça va être ça. Puis là, il y a même question d'avoir une version électrique. Mais tout est flou. Oui, mais je pense que c'est même flou chez eux, à l'interne. Oui. Tu sais, c'est ça, là. C'est sans aucun quel doute. est le modèle d'affaires? Je veux dire, Jeep a multiplié les erreurs stratégiques au fil des années. Je veux dire, vous êtes arrivé avec le nom Cherokee.
Ben, d'abord, vous êtes arrivé avec le nom Cherokee dans les années 60. Ouais. Lorsque vous l'avez introduit sur un véhicule qui avait été développé par AMC Jeep et Renault au début des années 80, c'était un produit qui a marché à fond la caisse. Oui, Puis ils ont été incroyable. assez sans dessin pour éliminer le nom en 2002, remplacer ça par le Liberty qui voulait rien dire. Non. C'est un produit qui n'a jamais connu du succès qu'il aurait Non. dû connaître. Et pourtant, le nom Cherokee a perduré ailleurs dans le monde. Oui, c'est juste en absolument. Amérique du Nord. C'est juste Ouais. l'Amérique du Nord. C'est ça. Et là, on ramène le nom Cherokee quelques années après avoir abandonné le Liberty sur un VUS genre Toyota RAV4. Ça voulait plus rien dire. Non. Ouais. Là, on vient de le réabandonner. Je veux dire, c'est le nom le plus fort de la marque avec le Wrangler. Ouais. Oui, C'est le nom le ouais, plus fort de la c'est- marque, puis vous passez votre temps à l'éliminer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens de Jeep? Pour vrai, ça, je trouve ça très curieux. Puis Wagoneer, je comprends l'idée de ramener le nom Wagoneer, Mhm. mais tous ceux qui ont en bas de 50 ans ne savent pas c'est quoi. Non. Tu sais, le Wagoneer, on l'a abandonné en 91, mais dans la tête des gens, c'était un véhicule qui a été abandonné en 85. Tu sais, puis c'est pas... Le nom Wagoneer a roulé fort dans les années 60, 70, mais pas dans les années 90, 2000. Je veux dire, fait que tu vas rechercher des nomenclatures qui sont très, très vieilles. On l'a fait avec le Gladiator, puis ça, c'est correct, là. Oui. Mais Non, mais regarde, je te dirais, c'est un peu la mode dans tout. Pourquoi sortir un nouveau nom quand on peut aller puiser dans ce qui est existant? Tu regardes au cinéma actuellement, il n'y a plus rien d'original. On va juste puiser dans les vieilles on va affaires. chercher les vieilles... Ben, Et, je suis d'accord. C'est, à mon sens, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit jusque-là, mais à mon sens, c'est pas tant mieux, mais moins pire que d'aller chercher un nom comme Liberty qui, lui, ne voulait rien dire au départ et veut toujours rien dire. Ouais. Au moins, quand tu ressors un truc comme Wagoneer, tu as raison, les gens de moins de 50 ans ne connaissent pas, mais au moins, il y a un petit truc établi, tu peux montrer quelques vieux véhicules dans les photos, en background, etc. T'as un petit quelque chose déjà, tandis que si tu sors un nom de nulle part, ben faut tout bâtir en termes d'image. Vous souvenez-vous quand Jeep a lancé... Ça devait être autour de 2011, à peu près 2012. On avait lancé des éditions... c'est même avant ça. Des éditions patriotes de tous les modèles de Jeep avec le drapeau américain Oui, puis ouais. du bleu, blanc, rouge. Ouais. C'est un peu ce qui se passe maintenant. Là. Le drapeau américain est revenu sur les portières des T'sais, Jeeps. Là. Une coche de plus, puis il y avait un Trump Edition, là. Tu sais, on était vraiment pas loin. Attends, Ça- attendons à l'automne. Ouais, Mais bon. est-ce que en fait le but du drapeau, c'est pas de dire non plus c'est fabriqué chez nous, quoi. Oui, je comprends, mais je veux dire, le message qu'on voulait passer en Ouais. lançant des éditions Patriot, Ben, je il y parle avait- pas il y a- du Jeep Patriot qui a été lui-même, une c'est ça, Caliber, là. voilà, c'est ça. Mais encore une fois, tu sais, enregistrer un nom, les gens n'ont pas idée à quel point ça coûte cher. Pouvoir conserver les droits d'un nom. Tu sais, bon, pour la petite histoire, pourquoi on a appelé les Jeep CJ, TJ puis YG au Canada, c'est parce que Jeep n'avait pas les droits du nom Wrangler au Canada. C'est GMC qui l'avait obtenu pour une version de sa camionnette S15. Puis il y avait un truc avec des jeans aussi, en tout cas, bref. Fait que on n'avait pas les droits d'utilisation du nom Wrangler, mais c'est C'est un aux Wrangler. États-Unis, si tu parles d'un YG à quelqu'un, ils savent pas c'est quoi, là. Alors, tu sais, vous dire à quel point le nom est important, sauf que moi, ce que je trouve ridicule, pour revenir au sujet initial, comment tu fais pour jouer au yo-yo avec le nom Cherokee, qui est le nom le plus fort de ta marque depuis 50 ans? C'est ça, j'ai de la misère à comprendre. Ça. Attends, tu veux jouer au yo-yo? On nous a dit, d'ailleurs, sur le Wagoneer S Launch Edition, le nom Jeep est inscrit derrière, sur Oui. le coffre. Contrairement au Wagoneer, Grand Wagoneer du moment. Ouais. Mais le nom va revenir. Donc, les Wagoneer, Grand Wagoneer, on admet que c'était une erreur de ne pas les appeler des Jeeps. Voilà. Ah ouais. On a voulu créer une sous-marque, comme on a fait 10 fois. Tu sais. C'est tout. Ce Il y a n'est juste pas ça à une dire. Dodge Viper, c'est une SRT Viper. Oh non, c'est une Dodge Viper. Non, mais ça, T'sais, on a regarde, joué au yo-yo de même. ça marche dans toute l'histoire de l'automobile, créer des nouvelles marques, des sous-marques, des sous-ceci, des sous-cela. Ouais, Ça marche très, très, très rarement. Ça marche parfois, mais c'est rarement une bonne idée.
On va changer de sujet, messieurs, parce que j'ai rigolé cette semaine quand j'ai vu passer cette nouvelle-là. Nissan a fait un rappel sur des voitures qui n'existent plus. C'est essentiellement ça, là, parce que le rappel, c'est un rappel de sacs gonflables Takata, comme il y en a eu des centaines de milliers. Là. Des millions et des millions. Bon, mais juste chez Nissan, il y en a eu énormément. Mais partout, tout le monde a été impacté. Mais là, on a découvert... En fait, ce que Nissan a dit, c'est « ne conduisez plus ces véhicules ». J'ai trouvé ça très, très drôle comme phrase, parce que on ne les conduit déjà plus, ils sont à la scrap. Ben, je corrige, j'en ai vu 2 la même journée sur la route. Elles étaient en très mauvais état, les fameuses Sentra de cette génération. Sentra 2002 à 2006, OK, ça, il y en a peut-être encore quelques épaves qui traînent à gauche, à droite. Mais qui se souvient de l'Infiniti QX4? Tu sais... Mais c'était beau, ça. Quand ils ont c'était sorti... un Pathfinder... mais il y avait une gueule, ça. Non, c'était pas mal. La question n'est pas là. Oui, je sais. La question, c'est quand la dernière fois que tu en as vu un? Monsieur. Tu sais... Puis un Pathfinder 2002-2003, il entraîne encore dans le sud des États-Unis, peut-être en Colombie-Britannique, mais ici, là, ils ont des trous de 4 pieds un peu partout. Là. Non, mais ce que je trouve drôle, c'est que c'est des véhicules qui sont sur la route depuis 20 ans, et cette semaine, faut plus les conduire. Là. Jusqu'à la semaine dernière, tout allait bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais cette semaine, là, vous êtes en danger de mort. Il fait chaud dehors, donc là, ça va exploser. En même temps, je comprends la position de Nissan. Légalement, et même d'un point de vue moral, ils peuvent pas faire autrement. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté... J'ai un ami qui me disait, j'ai l'impression que Kenny Leopold va recevoir beaucoup de lettres de rappel. Parce que ça va pas mal ressembler à ça. Ça devrait. Oui. Alors, c'est un drôle de rappel. Alors, si vous êtes un des rares propriétaires qui circulent encore avec une Sentra 2002 à 2006 ou un Pathfinder 2002-2004 ou un QX4 2002-2003, ben ça se peut que votre sac gonflable vous explose au visage. C'est essentiellement... Ou pas. Ou jamais. Pas. Voilà. C'est ça. Ça fait que bref. Oui. Vincent, tu voulais nous parler de l'impact du taux directeur qui a baissé cette semaine. Évidemment que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui renouvellent leur hypothèque prochainement. Mais prochainement, peut-être pas prochainement, mais en tout cas dans un avenir éventuel, devrait-on dire. Puis c'est sûr que ça aura un impact positif sur les taux de financement des véhicules. Là. Assurément. Écoute, c'est une nouvelle toute fraîche d'aujourd'hui. Là. C'est la Banque du Canada qui a annoncé un maigre 0,25% de diminution du taux directeur. Je ne suis pas économiste, je ne connais rien à l'économie, mais ce qu'on apprend, c'est que la Banque du Canada veut réduire ce taux directeur-là progressivement au cours des prochains trimestres. Mm-hmm. Donc, on peut s'attendre à ce qu'au mois de juillet, il y ait un autre 0,25% et ainsi de suite. Est-ce que ça va signifier que les véhicules vont se vendre à des prix beaucoup plus inférieurs qu'avant? Non, mais les taux d'intérêt vont assurément suivre. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on en sait. Est-ce que ça va compenser pour le surplus d'immatriculation que tu vas payer annuellement grâce à ta mairesse qui a décidé que fallait que tu fasses ta part? Notre mairesse? Oui, notre... Oui. Ouais. Puis ça, là-dessus, je l'ai déjà dit à quelques reprises cette semaine, là, mais j'ai un sacré problème avec le fait que moi, je n'ai pas le pouvoir de ne pas voter pour elle. Vous aviez le pouvoir de pas voter pour elle, et démocratiquement, la majorité l'a emporté, puis Valérie Plante est rentrée. Et oui, mais achète-toi un pied-à-terre à Montréal, ça va être... Oui, ça n'arrivera jamais. Mais ça impacte, évidemment, cette décision-là. Puis évidemment, bon, on parle du 150 $ de taxe annuelle d'immatriculation pour tous les véhicules dans le Grand Montréal ou Montréal métropolitain. Le CMM, en fait, est un comité qui comporte 28 personnes qui vont voter pour cette taxation-là. Suite à l'approbation au feu vert du gouvernement qui a dit oui, on vous donne l'autorisation, on vous donne le pouvoir de taxer pour l'immatriculation. C'est en fait la ministre des Affaires municipales qui a donné le feu vert. Puis bon, je veux pas tomber dans la mauvaise gérance de la STM ou du service de transport en commun. On sait que c'est un bordel. Oui. Mais ce qui fonctionne pas, c'est que la CMM, c'est 28 personnes qui votent,
de ce nombre-là, il y en a 15 qui sont sur l'île de Montréal. Fait qu'à partir du moment où Montréal dit oui, ben les jeux sont faits. Fait que c'est certain que Montréal lève la main, ben ça va se faire. Ben oui. Puis, tu sais, moi qui est résident de Blainville, ben, même si tout le monde, ça n'a pas été le cas, là, mais même si toute la rive sud, la rive nord avait voté contre, ça passait pareil, parce que c'est Montréal qui décide. Mais moi, en tant que résident du 450, je n'ai pas le pouvoir de voter contre elle. Et c'est là que j'ai un problème. C'est pas le fait... Oui. Tu sais, j'ai reçu... Tu sais, j'en ai parlé dans mon podcast, tu sais, j'ai reçu des emails de bêtises de gens, écoute, t'aurais payé 10 cents de litre d'essence, puis t'aurais même pas vu ton 150$ de plus passer, puis en passant, c'est 91$ de plus, là, parce qu'on était déjà taxé à 59. Ouais. Mais c'est le principe. C'est le principe ici. Parce que il se passe beaucoup d'injustices dans la mauvaise gestion des fonds publics, sauf que t'as toujours le pouvoir de voter contre puis de t'affirmer. Dans le cas de tous les gens qui vivent dans le 450, ou du moins en dehors de l'île de Montréal, ils n'ont pas le pouvoir de voter contre ça. Ils se le font rentrer dans la gueule. Et c'est là où j'ai vraiment de la misère. Parce que, bon... Je seconde. Tu sais, j'entrerai pas dans... Oui, j'ai quelques voitures de collection qui vont rouler 2 fois par année, sur lesquelles je vais devoir payer un 150$ de taxes par année. Tu sais, ça, c'est correct, c'est un cas particulier. Mais le seul fait de devoir donner 5 cents De plus. alors que ça ne m'impacte pas. Puis tu sais, on va tenter de faire croire aux gens, oui, mais les gens qui vivent à Chambly puis à Saint-Jérôme, ils peuvent utiliser les transports communs. Non, ça marche pas. C'est ça que vous comprenez pas. Il y a personne qui va partir de Saint-Jérôme en autobus pour se rendre au centre-ville ou même pour se rendre à Laval et penser que ça va se faire dans une période normale, Non, ça c'est dans clair. un temps décent. Ça c'est clair. Notre système de Peut-être transport avec en le commun. REM, quand tout ça sera fini, il y aura... Ah, puis je veux même pas embarquer Il y là-dedans. aura des Écoute, trucs, mais tu as raison. Se déplacer, en fait, juste faire un Montréal Centre. les gars, vous êtes Longueuil. Montréalais. Oh, regarde. Les gars, vous êtes Montréalais. Toi, tu demeures dans Rosemont, Ouais. ou Villeray, Rosemont. Mais toi, tu demeures à Lachine. Partir de Lachine, puis t'en venir au centre-ville en transport en commun, ça ressemble à quoi? C'est atroce. C'est Oh, impossible. Tu sais, c'est atroce. C'est le bordel, là. Puis, je suis pas loin, là. Non, la non. Chine, c'est à côté du centre-ville. là. Ouais. C'est je le dis souvent, les gens ils me disent ouais, mais c'est pas la voiture électrique qui va sauver notre planète. Là. Ceux qui veulent, on sort du coq à l'âne, là, mais notre réseau de transport en commun est inadéquat. Inadéquat. Non, mais regarde, ça c'est. La réponse, en fait, pourquoi? Parce qu'on est en Amérique du Nord. Oui. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Londres. On n'est pas à Stockholm. Non. Et de plus en plus, tu vas avoir une... Je veux pas catégoriser les gens, là, mais tu te rends compte que c'est pas toutes les classes sociales et tous les types de personnes qui vont utiliser les transports en commun, contrairement aux grandes villes européennes où un président de compagnie va prendre le métro parce que c'est logique de le faire. Parce que c'est beaucoup plus rapide. Oui. Et parce que ça marche. Ça marche. Tu sais? C'est même bien vu. Non, T'sais, mais honnêtement, mais là, même, J'étais allé passer une semaine à c'est Paris, juste donne-moi une pas une question auto, là. de bâton et de carotte. Je veux dire, ici, les transports en commun, c'est tout le temps de sortir le bâton. Vous allez payer plus pour financer quelque chose qui marche pas bien. Faudrait sortir un peu les carottes et rendre ça plus sexy, augmenter les stations de métro, augmenter les trucs, et puis... Des options aussi. Les options. Moi, je veux dire, tu l'as dit, j'habite dans le Villeray, dans mon quartier, je fais tout à pied. Mais dès que je dois sortir de mon quartier, à part descendre au centre-ville en métro, je suis obligé de prendre la voiture. Ouais. Je suis obligé. Et c'est ça qu'ils veulent pas comprendre. Mais ce qu'on veut pas comprendre à Montréal, c'est qu'on est en Amérique du Nord. On a de vastes territoires. L'Amérique du Nord est dessinée pour utiliser l'automobile, mais on veut jouer à la game de non, on va faire comme en Hollande ou je sais pas ça. où. Voilà. Ça Japon, fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Puis de toute façon, t'aurais les meilleures intentions du monde. On n'a pas cette culture-là. Écoute, prends le métro au Japon, là. Ouf. OK? T'es compacté. C'est des boîtes à sardines.
mais tout le monde est dans les rangs, tout le monde marche à la queue leu-leu. Il y a personne d'un jambe dans un escalier roulant. Tout fonctionne. Oui. Tu comprends? C'est à la minute près, là. Puis il y a une éducation, puis c'est ça, il n'y a jamais de retard, puis tout fonctionne. Ça roule, mes amis, ça n'a aucun sens. Ici, là, je vous parle pas des... Je vous parle pas des pannes, des problèmes. C'est le REM, c'est le bordel. J'ai traversé le pont Champlain hier, je regardais le REM, il était vide. Mais c'est clair. C'est une ville nord-américaine, Montréal. On veut nous faire croire que c'est une ville à l'européenne, mais c'est une ville nord-américaine. Il va falloir comprendre ça. Puis là, on revient à cette taxation-là, ce 150 $ qu'on devra payer par véhicule de promenade. J'aime tellement ce terme-là. Ça va servir à compenser pour le non-utilisateur payeur qui est celui qui utilise les transports en commun à Montréal. Parce que, entre vous et moi, là, si demain matin, l'utilisateur payeur, parce que l'automobiliste est un utilisateur surpayeur, là, on paye pour tout le monde. On paye pour les pistes cyclables, on paye pour n'importe qui doit se déplacer pas en automobile. Tu sais. Et on a ciblé l'automobiliste comme la personne qui est peut-être plus fortunée ou capable de... Je sais pas comment on a pensé. Non, mais en fait, il y a une logique, c'est un peu la même en Europe. Ils ont déjà essayé de faire des parties d'automobilistes pour faire monter les contraintes liées à l'automobile dans le système politique, mais ça s'est pas organisé. Il y a l'automobiliste, mais l'automobiliste ne vote pas. Ben non. Voilà. Donc, c'est assez facile de taper dessus. Ça fait 30-40 ans que moi j'ai vu ça en France. Il y a déjà eu des tentatives de partis d'automobilistes pour amener ça vraiment dans le domaine politique. Mais ça marche pas, parce que justement, c'est très difficile d'unifier les gens autour de cette question-là. C'est pratiquement impossible. Tu sais, il y a des routes à payage, il y a une taxe sur l'essence, il y a des taxes partout à l'immatriculation. Bon, je te parle pas de tout ce que tu vas payer en amende, en contravention, parce que c'est une taxe, bon. Mais peu importe ça, je veux dire, l'automobiliste est un utilisateur surpayeur. Celui qui utilise les transports en commun est un utilisateur sous-payeur. Et moi, je suis de ceux qui croient fermement que si l'utilisateur du transport en commun montréalais devait payer à la juste valeur de ce que ça coûte pour pouvoir le déplacer, rouler en métro, ça coûterait plus cher que de rouler en voiture. Je te parle pas d'une Mercedes, là. Ouais, mais en même temps, regarde, je suis relativement d'accord avec toi. En même temps, à un moment, il y a un choix de société à faire. On peut pas, voilà. Faut trouver. Alors, en fait, c'est pas de dire si ou tout l'un ou tout l'autre, c'est de trouver un équilibre. Voilà. Là, c'est ce qu'on fait. Et c'est de trouver un équilibre entre les deux et dire, bon, voilà. Et en fait, je pense que c'est de rendre les transports en commun plus attirants, plus faciles à utiliser. Ouais, parce que ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, moi, j'utilise les transports en commun 2-3 fois par année, honnêtement. Essentiellement, quand je vais voir un match du Canadien. Parce que ça me tente pas de risquer de me faire voler ma voiture à 40$ de stationnement en périphérie du Centre Bell. C'est pas mal... C'est pas mal les moments où je vais utiliser le transport en commun. C'est rendu trash, là, le métro, là. C'est plus propre, t'as plus ce sentiment de sécurité que t'avais comme quand j'étais jeune. De prendre le métro. Oui. Je veux dire, il y a beaucoup d'itinérance, il y a beaucoup de malpropreté, il y a des gens qui se font agresser verbalement. Tu vois de plus en plus ça, là, dans le métro. Fait qu'est-ce qu'il y a des gens que ça effraie et qui décident de moins l'utiliser? Forcément. C'est clair. C'est rien pour aider la cause du transport en commun, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un cercle le plus bel exemple de ça, c'est Los Angeles. Si vous pensez que le transport en commun va mal chez nous, Los Angeles, là, bon... Il y a du transport en commun à Los Angeles? C'est une ville beaucoup plus grosse. On dessert un territoire plus grand. Il y a du monde, c'est incroyable. Mais ça fonctionne zéro, là. Puis le transport en commun, là-bas, là, c'est, d'après moi, des gens qui n'ont pas d'emploi, là, qui l'utilisent. Tu sais, c'est vraiment, là... t'as pas le choix d'avoir une auto. Il y a même pas d'autobus ou de train. D'abord, il n'y a pas de métro. Puis il y a pas de train direct pour faire un Montréal, pour faire un Los Angeles, San Diego, par exemple, qui serait totalement logique. Ça n'existe pas. Tu sais, tu peux pas avoir un trajet de transport en commun logique et décent là-bas, ça n'existe pas. Ici, t'es capable de faire des maths puis de dire, oui, je vais être capable de me rendre là. Je veux pas dire facilement, mais on finit par arriver, mais c'est pénible.
Sauf que j'ai comme l'impression qu'on s'enfonce un peu. Puis le fait qu'on s'enfonce, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on change pas notre façon de penser, l'automobiliste va toujours surpayer. Puis à un moment donné, ça va éclater. Ça va finir par éclater parce que l'automobiliste va faire « Hey, là, vous allez me sacrer à la paix, là. » Tu sais, il va y avoir, je veux pas dire une révolution, mais tu comprends ce que je veux dire? Non. Il y a une limitation à pouvoir payer aussi, là. Déjà, les contribuables québécois... Tu sais, les matriculations au Québec coûtent 400 quelques dollars maintenant, là. Ça coûte même pas 100$ en Ontario, là. Mm-hmm. Tu sais, donc, il faut aussi comprendre... qu'il y a un déséquilibre là, à quelque part. Bref, je suis certain qu'on va on va en entendre parler beaucoup et la CAQ va se la faire remettre sur le nez parce que bien que ce soit pas nécessairement une décision qui découle de la ministre des Transports, elle a mangé des coups à cause de ça aussi. Oui. Puis au final, c'est la CAQ qui a donné le feu vert qui a donné le pouvoir aux villes, en fait. Ben oui, taxez si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Pendant des années, on a donné des budgets. Là, ben, on a juste donné le pouvoir aux villes. Have fun. Est-ce que c'est parce que la CAQ n'est pas très populaire à Montréal? Ah, là, je veux pas tomber dans la game politique. Non. Alors, tu vas nous parler, Hugues, dans quelques instants, d'une voiture qui n'est pas passée à l'histoire. La Lincoln LS. Le guide de l'auto. Combien de fois, Hugues, dans ta vie, as-tu entendu que Lincoln était en mode renaissance? Hein? Je me suis fait dire ça par tous les présidents canadiens de cette division-là depuis que je fais le métier. Et je me suis fait dire encore cette année... Je peux même te dire que ça date des années 50. Donc, ouais, c'est ça. Ça date pas d'hier. Et le véhicule que tu nous présentes aujourd'hui, c'est un véhicule qui a tenté de changer l'image. Absolument. Je dirais de belle façon de Lincoln au tournant des années 2000 Plutôt pas mal. Effectivement, la Lincoln LS devait marquer un grand coup. Fini les chromes dégoulinants et les suspensions en guimauve, les Lincoln des années 2000 allaient attaquer les conquérantes européennes de front et être plus BMW que BMW. Ouais. Et pour cela, Ford allait mettre les petits plats dans les grands. Bon, pourquoi est-ce que Lincoln avait cette intention de vouloir aller cibler un marché européen, ou du moins de la concurrence européenne, alors qu'on savait très bien que c'était peine perdue là, dans les faits, là? En fait, les années 80 ont été excellentes pour Lincoln, en se hissant enfin, après des décennies, au niveau des ventes de Cadillac. Ouais. Par contre, les années 90 ont été plus difficiles et la marque ne doit alors sa survie qu'au très lucratif Navigator, lancé en 98. Ouais. La clientèle vieillit et la concurrence européenne et japonaise se fait toujours plus forte. La recette traditionnelle ne prend plus. Comme Cadillac, Lincoln doit se remettre au goût du jour. Bon, la chance qu'on a du côté de chez Ford, c'est d'avoir un partenaire qui maîtrise un peu mieux l'art des voitures européennes. Là. Exactement. Et oui, Ford a son escarcelle la vénérable marque anglaise Jaguar, acquise en 1989. Après une longue période d'hésitation, le projet d'une toute nouvelle plateforme propulsion, baptisée DEW98, est lancé. Il s'agit d'un développement commun entre Ford et Jaguar, qui servira de base donc à la Lincoln LS, à la Ford Thunderbird, qui sera produite de 2002 à 2005, à la Jaguar Type S, produite de 2000 à 2008, et même à la Jaguar XF, qui sera produite de 2008 à 2015, la première génération. Initialement, la DEW98 devait être également utilisée pour la Ford Mustang 2005, mais Ford changera ses plans et passera à une autre plateforme. L'emphase est mise sur la qualité et la tenue de route. C'est pourquoi la LS reçoit une suspension indépendante aux 4 roues et de nombreux composants en aluminium, suspension, capot, couvert de coffre et à l'avant, pour réduire le poids. Les ingénieurs arrivent à obtenir une répartition avant-arrière du poids quasi parfaite. 51-49 pour la V6 et 52-48 pour la V8. Ce qui est vraiment bon. Oui, on est proche de la perfection. Ouais. Les deux moteurs proviennent de chez Jaguar. Le V6 de 3 litres est dérivé du Duratec Ford que l'on retrouve sur la Taurus, mais bénéficie d'un système de distribution variable. Le V8 de 3 litres 9 est une évolution spécifique à Ford du bloc AJV8 introduit par Jaguar en 1996. Okay. Les puissances sont respectivement de 210 et 252 chevaux.
Dans les deux cas, ils sont accouplés à une boîte automatique à 5 rapports, mais, cerise sur le sundae, une boîte manuelle à 5 rapports provenant de chez Getrag est aussi disponible sur le V6. Ce n'est pas rien parce qu'on n'avait pas vu une boîte manuelle chez Lincoln depuis 1952. 52, 52. Ouais. Wow, quand même. OK. C'est la Renaissance. Et on y revient. Ouais, c'est ça. Le style extérieur est confié à Helmut Schraeder. Ce dernier est né en Allemagne. Il est entré chez Ford Europe en 1974 avant de venir travailler à Détroit en 1994. Il a la lourde tâche de combiner ses influences européennes avec les codes stylistiques de Lincoln et le style intérieur est dirigé par Ron Swick. C'était réussi comme design. C'était un produit qui était assez attrayant, qui était très champ gauche pour Lincoln, honnêtement. Pas mal, ouais. Et je pense que ça faisait en sorte que le constructeur, ou du moins la division Lincoln, mettait beaucoup d'espoir sur cette voiture-là, parce que faut se souvenir que la gamme à l'époque, oui, c'était le Navigator, mais sinon, c'était Continental, Town Car, des produits hyper traditionnels. Exactement. Très baroque. La LS est dévoilée au Salon de l'Auto de New York en 98 et arrive sur le marché en juin 99 pour le millésime 2000. À ce moment-là, les prévisions de vente pour l'année calendaire 99 sont de 30 000 exemplaires et de 65 000 pour l'an 2000, y compris pour le Canada et le Mexique. La marque espère attirer de plus jeunes acheteurs de 30 à 50 ans et elle estime pouvoir vendre 70% de V8, 25% de V6 automatique et 5% de V6 manuel, mais espère que ce chiffre soit plus élevé. Pendant un temps, les dirigeants de Lincoln pensent sérieusement la commercialiser en Europe et évaluent la possibilité d'une version diesel. Mais l'achat de Volvo en 99 chamboule la donne et retardera ses plans avant qu'ils soient complètement oubliés. Il y aura eu plusieurs éditions spéciales, la Lincoln LS aussi. Hein? C'est une voiture sur laquelle on a mis des efforts là, pour la personnaliser. Ouais, mais on va revenir un petit peu là-dessus après. Les voitures, il y a une petite anecdote intéressante. Les voitures, quand elles sont lancées, s'appellent LS6 et LS8. Ouais. Mais Lexus craint que ce nom soit trop proche de celui de la berline LS et demande à Lincoln de les rebaptiser, et il les rebaptisera LSV6 et LSV8. Le magazine Motor Trend lui attribue le titre de voiture de l'année 2000. Le magazine apprécie le pari pris par Lincoln et d'ailleurs l'ensemble de la presse reconnaît les qualités routières de la LS et tout cela concourt à un bon démarrage. 27 000 exemplaires pour l'année calendaire 99 et 51 000 en 2000. On est assez proche des objectifs initiaux. Et donc là, pour le millésime 2002, comme tu le dis, Lincoln introduit une version LSE pour Lincoln Special Edition qui n'est en fait qu'un ensemble esthétique, grille spéciale, bas de caisse, roue unique, échappement double. Cet ensemble, sera aussi disponible en 2004 et en 2005, alors que tous les modèles 2006 auront un avant similaire à la LSE. Toujours en 2002, Lincoln présente au Salon de New York un concept dévoilé avec McLaren Performance. Ouais, c'est rien à voir avec l'écurie de Formule 1. Hein. Le V6 de 3,9 litres reçoit un compresseur de type Eaton qui fait passer la puissance à 350 chevaux. C'est pas mal du tout. Le V8, tu veux dire? Le V8, absolument. Oh, oui, okay. Tu as raison. Le moteur est accouplé à une boîte manuelle Tremec à 6 rapports. Et enfin, les suspensions sont revues et les roues de 18 pouces sont montées sur des Michelin Pilot Sport. Ça aurait pu faire une intéressante concurrente à la M5, mais évidemment, Lincoln n'ira pas plus loin. Ou à la CTSV, qui est arrivée à peu près dans ces mêmes eaux-là aussi. Là. Bon, pourquoi Lincoln ne va pas plus loin? Pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas ce produit-là davantage? Parce qu'à partir de 2001, les ventes commencent déjà à baisser. Une baisse de ventes que leur stylage de 2003 n'arrivera pas à endiguer. À ce moment, les moteurs sont revus et leur puissance passe à 232 chevaux pour le V6 et à 280 chevaux pour le V8. La boîte de vitesse manuelle est complètement supprimée. Elle n'a réussi à séduire que 2331 acheteurs en 3 ans, soit largement moins que prévu. Bah ouais. Les faciès avant et arrière sont revus et l'équipement est enrichi. Un nouveau système de son certifié THX, une première dans l'industrie, comprenant 10 haut-parleurs et combiné à un système de navigation avec écran tactile, est disponible en option. Après le restylage de 2003, il ne se passe plus grand-chose. Le V6 est abandonné en 2006 pour faire place à la nouvelle Zephyr traction avant, cousine de la Ford Fusion. Ouais. Et la LS est arrêtée à la fin du millésime 2006. L'usine qui l'a produit, Wixom dans le Michigan, sera fermée. Au final, la LS aura été fabriquée à 263 000 exemplaires, dont 245 000 pour les USA, et n'aura pas de remplaçante directe.
Est-ce qu'on peut imaginer que l'échec de la Lincoln LS, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on avait appelé ça la LS, c'était-tu Luxury Sedan? Qu'est-ce que ça voulait dire vraiment? Lincoln Special. Ouais, c'est ça, on le sait pas trop, mais est-ce qu'on peut attribuer l'échec au logo qui était sur la calandre? Est-ce que l'image de la marque a tué un produit qui était de loin supérieur à la condition de la marque en elle-même? Ben, c'est pas faux et c'est pas non plus vrai. Et je pense qu'en fait, c'est le magazine Car and Driver qui a le mieux résumé la Lincoln LS dans un essai comparatif qu'elle aurait fait en 2002. Le magazine dit « C'est une auto impossible à haïr, mais difficile à aimer ». La LS, elle est plutôt réussie, mais en fait, quand on la compare à ses concurrentes, elle n'arrive pas vraiment à se démarquer ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. On n'est pas dans les niveaux de qualité des véhicules européens. Non, on n'est pas au prix d'une série 5 non plus. Non, justement, c'est exactement ça. Le positionnement est flou. Elle vise à concurrencer une série 5, mais en fait, dans les faits, elle est souvent concurrencée à une série 3. Et comme tu le dis, cerise sur le sundae, le déficit d'image de Lincoln dans le segment reste à combler, et ça, c'était pas non plus une mince affaire. Fait que t'as beau amener un bon produit sur le marché, si c'est pas bien marketé, et si l'image de marque bat de l'aile, tu peux être cuit très facilement. Oui. On le voit avec des produits qu'on va lancer en ce moment chez... je sais pas, moi, c'est Infiniti, par exemple, peuvent avoir de bons véhicules, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de rouler en Infiniti en 2024? Exactement. Le logo veut rien dire. Pour aller dans ton sens, contrairement à ce que clamait Motor Trend en 2000 lors de la remise du titre de voiture de l'année, c'est ça. La LS n'aura pas amené à, je cite, amener une nouvelle dimension à Lincoln. Et en fait, quand on regarde, et c'est pas toi qui vas me contredire, quand on regarde 20 ans plus tard, la marque cherche encore. Oui, la marque cherche encore, c'est évident. Puis je veux dire, on s'entend, là. Si la Chine n'était pas là, Lincoln ne serait plus là. Ça serait relativement compliqué. Ça serait terminé. Oui. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. J'ai reçu, messieurs, cette semaine, le message d'une dame qui a commandé, il y a quelques mois, une Subaru BRZ TS chez son concessionnaire. Elle l'a commandé de couleur rouge. Elle était très enthousiaste à l'idée de recevoir sa voiture. Et je veux juste un petit commentaire. C'est une superbe machine. Oui, je sais que c'est ton genre de bolide en plus. Pardon. Alors, elle reçoit son véhicule et le concessionnaire lui dit que malheureusement, il y a eu un dommage dans le transport et que le coffre a été endommagé. Donc, il y a 2000 $ de dommages. On s'engage à remplacer le coffre, à mettre une pièce neuve et on va lui livrer sa voiture. Ça va. Bon. Mais elle me dit, est-ce que je peux avoir confiance en cette pièce de remplacement? Est-ce que je ne devrais pas être dédommagé? Parce que dans le fond, ce que j'achète, c'est pas une voiture totalement neuve. C'est pas grave que tu aies un coffre de remplacement. Il pourrait y avoir des situations plus fatigantes. Par exemple, un bras de suspension qui a été tordu. Exactement. Oui, tu sais, des châssis, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est purement cosmétique. Puis le fait que tu remplaces un panneau par un autre panneau, puis que ce soit pas, par exemple, l'aile arrière que tu dois retravailler sans la démonter. C'est ça. Mais elle avait raison de se poser la question. Et le concessionnaire lui a dit qu'il n'y aurait pas de compensation. Qu'elle pouvait choisir, si elle le voulait, une autre BRZ TS, mais qu'elle serait noire parce qu'il n'y avait plus d'allocation pour des véhicules cette année-là. Elle la voulait rouge. Et le concessionnaire lui a dit, ne vous inquiétez pas, madame, il n'y aura pas de note au Carfax dans le système parce que le véhicule, on va le réparer ici avant qu'il soit livré, donc vous ne le verrez pas. Et ça m'a levé un flag. Oui. Parce que j'ai fait à la quantité de véhicules neufs qui sont transportés et endommagés. Moi, j'ai pu passer cette semaine, je devais aller du côté de Saint-Eustache pour récupérer un vieux véhicule que j'ai fait venir de Colombie-Britannique. Et je suis arrivé là-bas, puis il y avait des transports pleins de véhicules neufs qui avaient été endommagés, qui étaient en transit. Puis là, les camions étaient là, tous alignés, attendaient pour des évaluations. Et en plus, cette semaine, dans un concessionnaire Chevrolet où j'ai pu mettre les pieds,
il y avait ce camion rempli de corvettes flambant neuves. Vous savez que les corvettes, là, lorsqu'on les livre, ça part de Bowling Green, ils ont une housse complète, un peu comme les Audi. Là. Oui. Hein? Voiture d'exception. Toutes les voitures qui étaient sur ce transport-là avaient été endommagées. Et il y en a une qui avait plus de 10 000 de dommages. Aïe! OK? Alors, je ne sais pas à quel niveau étaient les dommages. Est-ce que c'était des jantes? Est-ce que c'était des pocs sur des ailes? Est-ce que, on avait frotté le sous-bassement du véhicule? Parce que sur des voitures plus sport comme ça, c'est souvent les dommages qu'on va constater. Oui. Mais le client ne le sait pas, ça. Non. Puis le concessionnaire, là, pour avoir travaillé dans des concessionnaires étant plus jeune, j'en ai vu des situations où les voitures débarquaient du camion, l'aile est bossée. Parfait, remplace-moi ça, Gaston, on le livre demain. Remplace l'aile, peinture ça, mets ça là, livre ça au client, ni vu ni connu. Et c'est fort probablement ce qui va arriver avec l'ensemble de ces véhicules-là. Donc, les gens achètent des véhicules, ne savent pas qu'ils ont été endommagés, voire accidentés, sont réparés par les concessionnaires, ni vu ni connu. Tu n'auras jamais de note au dossier, tu n'auras jamais de marque ou de preuve que le véhicule a été réparé en dehors de sa fabrication. Et je pense que c'est un problème beaucoup plus répandu parce que ce qu'on entend. Parce que justement, on n'entend pas parler parce qu'il n'y a jamais de note. Quand est-ce que tu achètes un véhicule neuf puis que déjà, il y a une note au dossier, oui, on a réparé le véhicule? Tu sais, jamais, ça arrive pas. Non. C'est une honte. Et pour si c'est un véhicule qui a été plus solidement endommagé, le constructeur, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va réclamer il va réclamer le montant à l'assurance, il va envoyer le véhicule à l'encan, puis le véhicule va être vendu en tant que véhicule neuf réparé ou peu importe. Mais ça, c'est un rare cas. Ouais. Mais je suis persuadé qu'il y a toute une business aussi. Parce qu'à partir du moment... je vais te donner l'exemple de cette Subaru-là, puis c'est un cas anodin. C'est évident que le concessionnaire qui a reçu sa voiture endommagée a réclamé les dommages au transporteur. Hein? Donc, est-ce que cette compensation-là ne devrait pas revenir à celui qui achète la voiture? Moi, je pense que oui. Tu sais, je te dis pas qu'il faut faire un chèque complet, mais donner un peu de goodwill quand même. Là. Oui. Donner un petit peu de une plus-value. Une plus-value. Un entretien pendant 3 ans. Quelque chose. Parce que là, effectivement... Puis encore là, ce cas-là de la Subaru est un cas plus ou moins grave. Mineur, oui. Mais si le véhicule a été frotté sur son sous-bassement, c'est dur à réparer, là. Ouais, mais là, je suis d'accord avec toi, mais ça lève la question plus importante encore de tous les processus et des procédures de transport. Je veux dire, ce genre d'histoire-là, qu'on les entende dans les années 50, 60, je veux bien admettre, en 2024, ça fait quand même plus de 100 ans qu'on déplace des voitures dans des camions, là. On ne sait pas encore faire ça correctement. Visiblement pas. Visiblement pas. Je veux dire... Et on ose nous charger les 2000 $ de frais de transport. Ouais, en plus, voilà, transport et préparation, oui, effectivement. Il y a des cas... Des fois, il y a plus de préparation. Il y a plus d'endommages. C'est plus de dommages que de préparation. Effectivement. Bon, il y a aussi ces cas de transport de véhicules électriques qu'on n'a pas éteint adéquatement, puis le véhicule s'est drainé pendant je sais pas combien de temps, là. Tu sais, il y a eu ce genre de situation-là aussi. Parce que quand une batterie est complètement à plat, ben là, ça demande parfois, selon le modèle, soit une réinitialisation ou une reprogrammation. Et puis ça, par contre, ça a un impact à long terme parce que ça nuit à la durée de vie des batteries. Ben oui, absolument. Donc là, autant le coût du capot, comme vous l'avez dit, je suis tout à fait d'accord, c'est relativement mineur. Une fois que le capot a été installé proprement, repeint, bon, regarde, c'est pas très grave. Dans le cas de véhicules électriques, ça c'est beaucoup plus sérieux et là ça peut jouer sur ton utilisation, ta valeur de revente. Et là, c'est un méchant impact. Je vais même te donner quelques exemples. Bon, on sait que à la gare de triage, il y a eu des grèves pendant longtemps. Tu sais, durant l'hiver, là, quand il y a une grève, puis que les voitures dorment là pendant 1 mois et demi, 2 mois au grand froid dans le stationnement. C'est pas bon, ça. C'est fatigant, là. Polestar, lorsqu'on est arrivé avec les premières Polestar 2 au Canada, les voitures ont été clouées dans le port d'Halifax pendant des mois et des mois. Aïe. Pourquoi?
parce que l'étiquetage dans le cadre de portière du véhicule avait mal été fait et c'était indiqué en chinois plutôt qu'en anglais. Alors, il avait fallu, évidemment, tout refaire le processus pour régler ce problème-là avant de relâcher les véhicules. Mais ça a passé des mois dans le port d'Halifax sur le bord de l'océan, il faisait moins 20. Là. Avec du sel partout. Tu sais, t'as vu-tu cette voiture-là? Moyen. C'est ça. Moyen. Mais tout ça, tu le sais pas. Mais il y a des histoires pires. C'est pas lié au transport, là, mais je sais que Chrysler, dans les années 70, produisait des voitures trop par rapport à ce qu'ils avaient avant. Ils allaient stationner ça. Ils stationnaient ça dans des stades, partout. Ouais. Et en fait, les bagnoles, des fois, restaient tellement là qu'il y a des mauvaises herbes qui commençaient à pousser à l'intérieur. Je veux dire, on a vu des images. On a vu des images. On a vu des images il y a quoi, une dizaine d'années, là, de milliers de Dodge Durango qui étaient stationnés sur un aérogare qui cherchait preneur. Le syndicat avait signé pour la fabrication d'X nombre d'unités. On savait qu'on serait pas en mesure de vendre ça. On les a produits pareil, on les a laissés là. Puis j'imagine qu'au fil du temps, on les a écoulés, mais je veux dire, on était pris avec ces camions-là. Tout ça pour dire que le transport de votre véhicule neuf, peut-être apporter une attention un peu plus particulière à ça. Moi, je suis de ceux qui aiment suivre l'évolution du transport de mon véhicule à partir du moment où il a été fabriqué jusqu'à la livraison. Pas que j'achète des voitures neuves à toutes les semaines, mais c'est quand même un truc intéressant. Puis, tu sais, je me suis rendu compte récemment que j'ai acheté un camion qui est un 2023, mais acheté en novembre 2023, qui a été stocké chez le concessionnaire pendant 8 mois. Tu sais, il a passé 8 mois sur des cours dehors. Donc, poussière, rouille. Il a eu chaud, il a eu froid, il a pris la flotte. Ce que ça a coûté, c'est une batterie. Parce que quand je suis parti avec le véhicule, j'ai eu des problèmes de batterie en partant. On me l'a changé sa garantie. Mais c'est sûr que si ça avait été un véhicule fraîchement débarqué, j'aurais probablement pas eu ce problème-là. Fait que c'est un truc à considérer. Puis je pense qu'il y a matière à aller creuser un peu plus loin dans ce domaine-là parce que il y a beaucoup de concessionnaires qui, j'en suis certain, ne vous diront pas la totalité de la vérité avant de vous livrer le véhicule s'il y a eu des dommages. Là. Et je pense que les consommateurs ont le droit de savoir, puis ont le droit à... C'est pas une compensation, mais en tout cas, il y a quelque chose à revoir dans cette formule. L'idée, c'est juste d'être transparent. C'est ça. Voilà. On a fait une erreur. Le véhicule est endommagé. La Subaru en question, qui a un coffre endommagé, on le remplace, on vous livre la voiture, on décide de ne pas vous donner de rabais. OK. Fair enough, le client a le droit de choisir de la prendre ou de ne pas la prendre. Oui. Mais au moins, on a avisé le client. On aurait très bien pu pas le faire. Oui. Je suis certain qu'il y a des concessionnaires qui ne l'auraient juste pas fait. Donc, tu sais... C'est très facile de dire que la voiture est en retard, puis pendant ce temps-là, on répare le coffre. Oui, puis des retards aujourd'hui, on s'entend que ça se peut. C'est monnaie courante. Bon. Vincent, tu as la chance cette semaine de conduire la Fiat 500e. Petite voiture électrique que tu as récupérée un peu plus tôt cette semaine. Ce matin, en fait. Ce matin, bon, OK, parfait. T'en as pensé quoi jusqu'à date? Parce que là, ils ont été relâchés, ça commence à débarquer chez les concessionnaires. J'en ai même croisé dans mon quartier, déjà immatriculé, puis il y en avait 9 dans le concessionnaire où est-ce que je suis allé la chercher. Donc, ça rentre. Là. Ça rentre. Choix de couleur assez limité. Choix de couleur, il y en a 4 et 3 dans la version qui est intéressante parce que si tu veux avoir la 4e couleur, tu vas payer 5 000 de plus. Oui, c'est ça. Puis c'est la couleur que tu veux pas en ce qui me concerne. Oui, tu as tout à fait raison. C'est une espèce de rosewood. Rose gold façon iPad. C'est ça. Qu'est-ce que j'en pense? C'est encore à chaud. J'ai pas beaucoup de kilomètres au compteur, mais... c'est le fun de la revoir. Moi, j'ai toujours aimé cette voiture-là. Elle est jolie. C'est-tu pas le fun d'avoir une voiture sous-compacte? Oui, c'est déjà. Puis en fait, tu dis ça, mais je l'ai stationnée dans mon garage tantôt. Là. Elle a pris la place de ma Miata. Ouais. Et c'est un monstre comparé à ma Miata. C'est un Lincoln Navigator. Ouais, bon. J'exagère, mais... Time flies, on est d'accord. T'es assez haut. C'est la Fiat 500 qu'on a connue avec le moteur à essence. Plus puissante, un peu plus lourde, on l'a senti. Ouais. C'est une voiture électrique, forcément. Là. Oui. Mais moi, je trouve ça sympathique de la revoir. Puis, Mais je trouve qu'on a tellement fait un travail extraordinaire aussi pour repenser le positionnement du conducteur à bord de cette auto-là. Tu sais, la Fiat 500, avant, t'étais mal assis. Là. C'était pas terrible. Tu l'es encore.
Ah, pas jamais comme l'ancienne, là. C'est une T'es voiture... encore assis haut, je trouve. Oui, t'es assis haut, mais je veux dire, t'es pas inconfortable. T'as pas l'impression d'être sur un tabouret autour de ton îlot de cuisine, là. Tu sais, c'était ça avant. Là. Alors, Oui. là, au moins, t'es confortable, t'as une certaine ergonomie. Oui. C'est certainement pas un véhicule familial, puis c'est pas la vocation. Non. Mais je trouve que la conduite est le fun, c'est dynamique. Une voiture urbaine, Tu c'est sais, moi, parfait. j'entends, ouais, mais ça fait pas 400 km d'autonomie. Pas grave. Hey, les gens qui vont acheter ça, là, ils feront pas du Montréal-Québec à tout bout Non, de champ. Là. mais non, bien sûr que non. C'est pas ça. Là. Moi, je vois plein de gens un peu plus âgés qui conduisent ces véhicules-là, là, le MX-30 par exemple. Ouais. Une Nissan Leaf un peu plus âgée. Ouais. Elle roule encore. Ouais, Le ouais. monde dit comme, ouais, mais c'est vieux, il n'y a plus de. Ouais, mais ça, c'est cute, c'est sympathique, ça se stationne partout. Tu peux trimballer ça en arrière d'un VR. Tu peux, tu sais. Pour aller à l'épicerie, pour aller C'est ça. à la quincaillerie. Pourquoi pas? Non, ça couvre 90% des besoins. Puis Absolument. Donc moi, je suis il y a très toujours favorable moyen à ça. après de là. s'organiser pour couvrir les 10% restants. Là. Mais je dois te dire ceci. Je conduis, moi, cette semaine, un VinFast VF8. Et j'étais très, très sceptique face à ce produit-là. Bon, il y a encore des trucs qui, pour moi, n'ont aucune logique. D'abord, le fait que ce soit 1200 livres de plus qu'un Tesla Model Y. Là. Tu sais, explique-moi ça, justifie-moi ça. Un truc qui est assez drôle, c'est qu'il y a un tunnel de passage de transmission aux places arrière dans un VinFast VF8, alors que c'est techniquement une plateforme de véhicule électrique. Alors, pourquoi tu aurais ça? Réponse, parce que c'est un châssis dérivé du X5 qu'on a retravaillé pour aller installer une batterie de véhicule électrique. Donc, VinFast, on sait que c'est un constructeur qui a fait affaire avec BMW dans le passé, qui a vendu, en fait, des BMW en territoire vietnamien. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé plusieurs petits irritants sur ce véhicule-là, mais j'en sors quand même plus agréablement surpris que ce à quoi je m'attendais. Parce que pour le prix que tu paies, t'en as pour ton argent. Et je veux intégrer d'abord là-dedans le fait que ils ont travaillé très fort sur les valeurs résiduelles en location. C'est un véhicule, bon, essentiellement, là, si tu prends une version éco de base, puis que tu prends pas l'option de couleur, là, parce que j'ai pas fait le calcul avec l'option de couleur, mais sinon, c'est 1200$ de plus. Ben, grosso modo, ça va te coûter 525 par mois en location pendant 4 ans. Puis tu mets pas d'essence. Pour un VUS intermédiaire, c'est un peu plus cher que ta Fiat 500, là. Tu sais, en fait, c'est parce que... Oh, mais t'as pas l'héritage. Non, mais attends. C'est que ta Fiat 500, elle est louée à un taux à 7,99. Ici, on est à du 2,49. On finance jusqu'à 0,9. Non, Alors, de 0,9 à 3,9. Ils tiennent un filon. Puis, le résiduel est bon parce que tu vas financer 50%. Disons que le véhicule coûte 45 000 plus taxes. Bon, mais ton 45 000 divise-les par 2, ça fait 22 500 de financé sur 4 ans à 2,9 %. Ça fait ton paiement de 525 par mois. Puis tu mets pas d'essence. Puis tu as un VUS intermédiaire garanti 10 ans, 200 000 km. Fait que même la personne qui l'achète achète aussi une tranquillité d'esprit sur le long terme. Puis là, après ça, la question, c'est OK, mais VinFast va-tu être là pendant 10 ans? C'est un start-up, on peut-tu avoir confiance en la marque? Moi, je compare VinFast à Hyundai. Hyundai est le géant coréen équivalent à ce que VinFast est le géant au Vietnam. C'est vrai. VinFast est une entreprise. VinFast Group a tellement les reins solides. On pourrait décider demain matin de dire OK, on a décidé d'abandonner le marché nord-américain, mais on va faire face à la musique, puis on va continuer de garantir le véhicule. Oui. Ça, légalement, ils n'ont pas le choix. Donc, de toute façon, c'est ça. Alors, ça m'inquiète absolument pas. Mais en fait, la question que moi je me posais, c'est que quand il y a eu les premiers essais qui sont sortis, un des gros problèmes du véhicule, c'était toute la calibration de beaucoup de systèmes qui intervenaient. Et c'était encore un problème, ça? Ben, regarde. Le véhicule que je conduis là, cette semaine, je ne suis pas capable de régler le volant inclinable télescopique. Ça ne fonctionne pas, il y a un bug, il y a une erreur. Il est électrique ou c'est électrique? C'est électrique. Okay. Évidemment que ça fonctionne comme un Tesla. Tout passe à travers l'écran. Ouais. Après ça, le chargeur par induction, ça ne fonctionne pas. T'as, les bips sonores pour les lane departure, tout ça, c'est très, très, très sensible. Fait que désactive parce que, Mais
il y a du work in progress. Puis je me Il souviens... y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées over the air. Puis, oui... Mais en fait, est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'il y a un an, les premiers essais, c'était vraiment ça. Là. Ils avaient promis beaucoup de mise à niveau. Ils sont pas capables de tout faire encore. Mais je pense qu'on a lancé ce véhicule-là 6 mois trop tôt. Parce que j'ai regardé beaucoup de clips sur les premiers essais de ces véhicules-là, puis tout le monde criait à la catastrophe. Mais j'ai l'impression qu'on est débarqué avec un véhicule, c'était peut-être juste pas prêt, il y avait encore de l'ajustement à faire. Mm-hmm. Tu sais, ce qu'on ne pourra pas régler là, sur ce véhicule-là, c'est le poids. Je veux dire, tu peux pas faire une mise à jour par nuage et y enlever 500 livres. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ça marche pas. Est-ce qu'on pourrait retravailler la suspension pour que la ride soit peut-être un petit peu plus intéressante? Oui. Est-ce que c'est la direction la plus connectée que j'ai utilisée? Non. C'est pas un véhicule fascinant à conduire, là. Tu sais, j'ai pas plus de plaisir à conduire ça qu'un Nissan Ariya ou qu'un BZ4X ou bon, on est dans cette veine-là, mais puis je te dirais que côté siège, ça pourrait être un peu plus confortable. Je peux pas dire que je suis un fan des sièges dans ce véhicule-là, mais tu as de l'espace, c'est polyvalent, c'est beaucoup moins cher que bien des compétiteurs, c'est livrable dans l'immédiat. Puis c'est le nerf de la guerre en ce moment, le prix. Le prix, tu sais, c'est ça qui fait la différence. Bon, puis le véhicule que j'essaie cette semaine, c'est la version Performance, qui pour 1500$ de plus que le modèle Plus, te donne plus de puissance, mais te coupe 50 km d'autonomie. Ce que je trouve particulier, c'est que tu veux pas ça, là, parce qu'honnêtement, le 0-100 en 5.5 au lieu de 5.9, who cares, là? On s'en fout complètement. Clairement. Mais l'autonomie annoncée à 354 km, tu vois, moi, j'ai rechargé 2 fois, puis j'étais à 420, 425. Fait que j'ai l'impression qu'on est conservateur. Et sur les chiffres d'Energuide, je vais terminer par ça parce qu'on manque de temps, mais les chiffres d'Energuide annoncent une consommation moyenne combinée pour le modèle performance de 45 kWh par 100 km. Ce qui n'a absolument aucun bon sens, parce que moi, je suis à 22,5 en ce moment. Donc, c'est à dire à quel point on s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude là-dessus. Les cotes sont pas bonnes. Ça consomme plus qu'un modèle Y, ça consomme un peu plus qu'un Mach-E parce que c'est plus lourd. Puis on a une batterie de 87,7 kWh qui te permet quand même de faire décemment un 400-425 km. Puis c'est thermorégulé. Donc, durant l'hiver, tu devrais être capable de faire un 275-300 facilement. Tu sais, évidemment que c'est difficile de prévoir comment le véhicule va vieillir au fil du temps. Mais puis c'est solide, là. Il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de bruit de caisse. C'est juste très lourd. Tu le sens, la conduite. Puis pour moi, c'est le plus gros irritant de ce produit-là parce que sinon, je te dirais que je comprends mieux pourquoi aujourd'hui les gens osent aller chez VinFast et débourser un montant pour acheter ce produit-là qu'avant. Parce que je me disais, oui, mais à quoi bon aller chez VinFast quand tu as Volkswagen, Ford, Nissan, Honda qui se bat à vendre des produits, Chevrolet, tu sais, des marques qui sont établies. Ben, écoute, ils ont de bons arguments, garantis. Écoute, s'ils suivent le modèle coréen... Le prix, la garantie, puis le design n'est pas vilain. Ben tu sais, c'est Pininfarina qui a signé le design, puis c'est vraiment pas vilain. S'ils suivent le modèle coréen, ils vont avoir du succès en Amérique. Là. Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là. Ouais. D'après moi, c'est ça. Puis on débarque cette semaine avec le VF9, puis d'ici l'année prochaine, on a 2 nouveautés qui s'en viennent. Fait que j'étais très sceptique à l'arrivée de cette marque-là, mais aujourd'hui, je suis obligé de te dire que bien que le produit soit loin d'être parfait, on est vraiment dans la bonne voie. Oui, bien, ils ont une usine aux États-Unis, là. Donc, ils sont impliqués, ils sont prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Merci tout le monde d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Avec une voix peut-être un petit peu plus glorieuse que cette semaine. On te le souhaite. Nous le souhaitons. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.